Lundi 5 septembre, journée solennelle de reprise de l'école sur l'ensemble du triangle national. Pour ce qui est de l'éducation de base et des enseignements secondaires, ça compte pour l'année scolaire 2022-2023. Une reprise néanmoins plombée dans certaines localités des régions anglophones du Cameroun du fait de la traditionnelle journée de ville morte, les lundis, fameuse Ghost Town. Mardi 6 septembre, un car de transport interurbain a mitraillé à Mouyouka, 6 morts sur le carreau, plusieurs blessés. Et le 8 septembre, la reine d'Angleterre, celle qui a battu le record de longévité au trône en Grande-Bretagne, dépose sa couronne après 70 ans de règne. Et ce dimanche 11 septembre marque la commémoration de l'attentat terroriste perpétré sur les tours jumelles aux États-Unis et le Pentagone. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au rendez-vous des faits marquants de la semaine. Notre invitée est une habituée du plateau de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Henriette Ekoué est journaliste et UPCiste. Henriette, bonjour. Bonjour Monique. À nouveau, bienvenue. Merci beaucoup de m'inviter et je salue tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, nous commençons par votre casquette d'UPCiste. L'UPC va fêter ses martyrs mardi 13 septembre. Alors, au niveau de vos différentes factions, comment commémorez-vous, comment préparez-vous justement ce rendez-vous compte tenu de l'écartèlement dont subit votre parti depuis belle lurette? Oui, la chose extraordinaire, c'est que les UPCistes ont toujours tendance à vouloir un rassemblement. Et tous les UPCistes, ils travaillent pour qu'on soit plus fort. Cette commémoration du 13 septembre, la date de l'assassinat de Oumniobé, va être commémorée en plusieurs sites. D'abord à Ezeka, là où il y a sa tombe. Ensuite, à Yaoundé, où il y a le premier secrétaire général de l'UPC, Mbouli Léonard, qui était originaire du centre. Et à Bafoussam, notamment à la Métier, à cette fameuse chute où on précipitait des UPCistes. Il y a Marie Fossi qui a écrit un excellent livre, la sœur du pharmacien Sigoko. C'est leur père qu'on a précipité comme ça du haut de la chute. Et il a eu cette idée géniale d'entraîner 2 militaires français dans sa chute. Et on a abandonné cette opération d'aller précipiter les gens sur du haut des chutes. Donc il y aura aussi une gerbe de fleurs qui va être déposée là-bas, à la Métier, et évidemment Yaoundé et puis Douala, bien sûr, partout. Vous avez parlé de cette volonté des UPCistes à se rassembler en dépit des fragments qu'on connaît. Oui. À quel fragment appartenez-vous, Henriette Ekoué? Je sais que j'ai été à un congrès où j'ai été élue présidente au congrès de Baden-Kop. Mais comme toujours, il y a toujours des petites contestations. Ça fait partie de la vie de l'UPC désormais, parce que l'UPC n'a pas seulement été combattue par le pouvoir, elle a aussi été combattue par la France, qui ne voulait pas d'une UPC réunie sur les idéaux de l'UPC. Or, maintenant, la France, qui a reçu récemment les UPCistes à l'occasion du voyage du président Macron, les officiels français ont dû reconnaître que, à cause de ce contentieux historique
que l'UPC leur reproche. Et j'étais dans un groupe qui s'appelle Mekia Africa. On a fait la première déclaration où il y avait beaucoup de patriotes, d'autres patriotes. Et on a donc décidé qu'il fallait que le contentieux historique qui nous oppose à la France soit résolu. Et là-dessus, pour la première fois, les Français ont avoué, les officiels français, qu'à cause du contentieux de l'UPC, ils sont en train de perdre leur précarité. Parce que c'est l'UPC qui a brandi l'étendard du panafricanisme, qui a contaminé toute l'Afrique à partir d'une petite chaîne de télévision. Et donc, on se rend compte de plus en plus que les Africains commencent à lever la tête. Mais on peut regretter que l'UPC mène une si grande action pour le compte de l'Afrique, oui, et qu'au niveau de l'organisation de la structure, elle s'effrite. On pense qu'elle s'effrite. Disons que ce que les gens attendent, ce que les Camerounais attendent, c'est que cet UPC-là soit reconnu dans ses idéaux fondamentaux. Parce qu'au fond, une UPC qui n'a aucune idée même d'un programme politique, ça n'existe pas. Un parti politique doit avoir un programme, quitte à négocier avec un parti, que ce soit un parti au pouvoir ou un autre parti de l'opposition. Donc, la maturité des UPCistes, et ça, on ne peut pas le leur enlever. On les a marginalisés, ils sont écrasés, mais on s'est réveillé dans la communication. Et là-dessus, on a mené le débat politique pour le mettre très haut. D'ailleurs, beaucoup de Français qui étaient là ont dit que, curieusement, beaucoup de partis politiques, y compris le RDPC, se réclament aussi de l'UPC. Ça veut dire que l'UPC a marqué le peuple camerounais. Diviser pour mieux régner, où se trouve le ver qui détruit l'UPC, qui plombe l'UPC, qui rend malade l'UPC? L'union n'est plus fort. Ce qu'on veut faire, c'est que ce soit les gouvernants et la France, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y ait une UPC qui n'a plus de saveur. Or, même le parti au pouvoir doit être convaincu aujourd'hui que quand une UPC est une coquille vide, elle ne sert à rien. C'est une partie de l'histoire qui est tronquée. Pardon? C'est une partie de l'histoire qui est tronquée. Tout à fait. Parce que notre histoire est très riche. Et ce n'est pas par hasard que le président de la République a décidé de créer une commission pour la réécriture de l'histoire. Pourquoi il fait ça? Il le fait parce que la force de l'UPC, des martyrs, de l'histoire du patriotisme camerounais est tellement forte que ça va éclipser les autres. Ceux qui étaient, par exemple, ceux qui étaient, que les UPCistes appelaient des ojulatistes. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir aux ojulatistes. Aujourd'hui, ils sont obligés de penser que l'UPC est très forte, et si l'UPC n'avait pas été forte, même comme on nous a exclus de tout, moi j'ai 73 ans, je ne serai plus jamais député, parce qu'on ne voulait pas que les UPCistes, surtout de cette tendance-là, qui avait continué à mener la bagarre au lendemain de la mort de Wandje, soient quelque part. Merci beaucoup. Mais ça nous a renforcés. Merci beaucoup Henri Tekwe. Vous avez planté le décor de ce programme. Cette semaine, on parle de rentrée scolaire. Oui. On exploitera votre expérience pour en parler, notamment les difficultés auxquelles sont confrontés les élèves et les conditions dans lesquelles la reprise de l'école ont été faites. A été faite, autant pour moi. Alors, on parle de reprise de l'école sur l'ensemble du triangle national en dépit de quelques difficultés. On a parlé du Ghost Town dans le nord-ouest et dans le sud-ouest Cameroun. Des attaques à répétition qui ont contraint justement l'organisation en charge de la protection de l'école au Cameroun, inscrire le Cameroun sur la liste des pays où les établissements scolaires sont le plus souvent attaqués
Mais lundi 5 septembre, il y a eu rentrée des classes à Buea. Ernest, Inès, Daniel Ondouambala, Lille Piéjou pour nous proposer ces deux reportages. Ce lundi 5 septembre 2022, le mot d'ordre de Gostan décrété par les forces séparatistes a été observé en zone rurale où, pas peur de représailles, les élèves et les enseignants n'ont pas renoué avec le chemin de l'école. Mais dans la majorité des zones urbaines, la reprise des cours est effective. À Limbe et Buea, par exemple, les établissements scolaires à régime internat ont ouvert leurs portes. C'est une ambiance studieuse qui règne dans les salles de classe de Bishop Rogan, PCSS, PGHS, BHS, Seka Baptist College, CKC, entre autres. Ici, au Government High School de Buea Town et au Government Technical College de Buea, les premiers cours sont dispensés. Pour ces élèves qui font les premiers pas au secondaire, le premier jour de la rentrée scolaire est déterminant. Sur le torrent, le gouverneur de la région du Sud-Ouest Bernard Okaliabilai félicite le staff administratif, enseignants et élèves qui n'ont pas raté le train de la rentrée scolaire. Vous savez bien qu'il y a quelques années, ce n'était pas facile de convaincre les enfants et les parents d'aller dans les salles de classe. Aujourd'hui, nous le constatons. Nous constatons l'enthousiasme et la détermination. Et nous voulons féliciter et remercier tout le monde, les responsables politiques, toutes les élites, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les hommes de presse que vous êtes qui, pendant des années, ont sensibilisé les enfants, la jeunesse, en leur disant que s'ils veulent réussir dans la vie, la clé, c'est l'éducation, c'est l'école. Un appel à tous ceux qui traînent à rattraper le retard. Plus de 5000 attaques contre l'éducation dans le monde ont été enregistrées entre 2020 et 2021. Des établissements scolaires utilisés comme des bases militaires. Le Cameroun figure parmi les 28 pays où les attaques contre l'éducation étaient plus récurrentes à travers le monde. 10 lourdement affectés avec 122 occurrences recensées ayant fait 239 victimes directes parmi les élèves, les étudiants et le corps enseignant selon le rapport 2022 de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Les groupes armés non étatiques continuent d'imposer le boycott de l'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par la violence, ce qui a affecté plus de 700 000 enfants en âge scolaire et contraint plus de 2/3 des écoles de ces deux régions à fermer leurs portes. Les autorités administratives ont fermé plus de 60 écoles en octobre 2020 en raison de l'insécurité dans la région de l'extrême nord. Plus de 65 écoles ont été attaquées au Cameroun et au moins 58 incidents ont été signalés concernant des attaques contre les élèves, les enseignants et d'autres personnels de l'éducation. Non sans compter que des écoles et établissements d'enseignement secondaire ou des universités ont été pillés, brûlés ou endommagés par ces bandes armées qui s'opposent au système éducatif. Ce 9 septembre, journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, la Commission des droits de l'homme du Cameroun condamne ces attaques et recommande au ministère de l'Éducation de base, des enseignements secondaires et de l'enseignement supérieur de veiller à ce que les politiques d'éducation et d'enseignement n'exacerbent pas les conflits, mais qu'elles soient favorables à la protection physique et psychosociale des apprenants ainsi que leurs enseignants, et qu'en définitive, elles soient favorables au retour de la paix. Merci Lille Piéjou et Daniel Inès Ondouambala. Henriette Ekoué, retour sur le plateau. On a vu des salles de classe archi-combles à Buea, en dépit de la menace, à Limbe. Quel est le message que les populations voudraient passer aux combattants sécessionnistes, séparatistes et autres? Non, le
le plus grand problème, c'est qu'il y ait la sécurité partout. Si on a pu faire que l'école ait eu lieu à Limbe, à Buea et pas dans d'autres localités, ça veut dire qu'on n'a pas encore fini avec la crise du Nozo. Donc, que ce soit possible à Limbe, que ce soit possible à Buea, ou peut-être aussi à Bamenda, et que ce ne soit possible nulle part ailleurs, c'est toujours un grand échec. Parce que les ghost towns continuent. Ça fait 6 ans qu'on est dans la crise. Or, si les ghost towns continuent, ça veut dire qu'on n'arrive pas à juguler la crise anglophone. Et je crois qu'il faut mettre l'accent pour que cette crise-là prenne fin. Avec ce que vous venez d'annoncer sur le car où on a mitraillé des gens, ça veut dire que la crise n'est pas encore terminée et qu'elle est loin d'être terminée. Si nous revenons sur le cas de Buea, oui, où les gens ont repris le chemin de l'école, avez-vous le sentiment que les populations disent un peu, il y en a marre, advienne que pourra, on est fatigué de cette situation qui s'enlise, ce sont nos enfants qui payent le lourd tribut, alors que les combattants brandissent la volonté du mieux-être de ces populations, de défendre les intérêts de ces populations-là. Cette crise-là, cette violence des Ambazoniens, ça tient du fait que leur cause n'est pas entendue par tout le monde. Elle n'est pas majoritaire. Je consens qu'il y a beaucoup de problèmes et des reproches que les anglophones font, qui sont tout à fait des reproches qui sont fondés. Mais tant qu'on n'a pas fini avec les combattants là, qu'on n'a pas réussi à pacifier le Nozo, ça veut dire qu'on est toujours en situation d'échec. Et ça, que ça dure comme ça, ce n'est pas bon. Alors, vous avez suivi ce reportage de l'île Piéjou avec l'appel de la Commission nationale des droits de l'homme qui appelle les ministères à promouvoir une politique qui protège l'éducation. Comment cela peut-il être possible dans un environnement de crise permanente? Je vais prendre le cas de Boko Haram dans l'extrême nord, même si il y a une accalmie qu'on observe, un petit repli qu'on observe, la région du nord-ouest, la région du sud-ouest, avec des localités presque impénétrables qui sont devenues des cimetières, carrément. De vraies citadelles, imprenables. Il faut continuer ce travail de dialogue, essayer de convaincre, puisque maintenant certains acteurs disent que le dialogue qui a eu lieu en 2019 n'était pas bon, n'était pas complet. Est-ce qu'il faut retourner sur la table du dialogue? Est-ce qu'il faut faire quelque chose par rapport à ce que, par exemple, le cardinal Toumi avait proposé? Laissez-nous faire une conférence où on va être tous réunis et on va dire ce qu'on pense. Ce n'est pas vouloir faire du séparatisme que de dire nous voulons nous concerter sur ce que nous voulons. Et je crois que lorsqu'on a donné cette commission de Mafani Moussongue est descendu sur le terrain et il a dit par exemple qu'une des revendications majeures du Nozo, c'était le retour au fédéralisme. Toutes ces choses-là, il faut qu'on les voit de manière exhaustive et qu'on assure les conditions de sécurité. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont été violentés, assassinés. Il y a des enfants qui ont été tués. On ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, nous allons parler également de cette reprise de classe dans d'autres localités. À Douala-4e, les écoles ne sont pas vandalisées, mais subissent quand même d'autres formes d'attaques. La route qui mène au lycée de Mabanda est jonchée. On va parler de nids d'éléphants, des nids d'hippopotames, même de rhinocéros, compte tenu de l'étendue des crevasses qu'on voit sur la route. Un calvaire pour les élèves qui s'y noient de temps à autre travers leurs fournitures scolaires. C'est le même calvaire que subissent les usagers de l'axe Ngaoundéré-Garoua. On parle même
du chemin de l'enfer. On va faire un tour à Mabanda avec Samuel Baïha, puis on ira en Ngaoundéré avec les soins de notre correspondant Eric Nguélé. C'est la route qui mène au lycée bilingue de Mabanda, un quartier populeux de Douala 4. Même sur les motos, les élèves surfent sur les vagues. Parfois on tombe, parfois on descend de la moto traverse. Et on descend, après on remonte pour partir à l'école. Quand les motos passent, nous tombons dans l'eau. Parfois on descend sur les motos pour marcher dans l'eau. Les élèves souffrent. Voilà ça qu'on paye la pension, l'enfant rentre tout avec les pieds. Que l'eau a fini, l'eau a mangé tous les pieds. Au secours. Sur le chemin de la quête du savoir, une aventure des contraintes. Dans ces mares d'eau, depuis la rentrée, certains élèves ont déjà noyé leur fourniture scolaire. Ce matin, en venant à l'école, je suis tombée 3 fois. Je suis rentrée à la maison me changer avant de porter une nouvelle tenue. Transporteur en plein temps, Baudelaire et son tricycle combattent sans vaincre sur les tranchées de cette route. Son engin épave porte des cicatrices de 7 ans d'épreuve. Ce matin, il ne tient plus. Je ne peux pas faire 2 semaines sans changer le roulement. Les gars, quand tu entres dans l'eau, ça ne freine plus. Ça brûle le freinage. Baudelaire repart poussé par les bras. À des endroits ici, il faut enjamber les pierres. Des jambes pour les braves. L'unique route pour près de 6000 élèves. Au bord du gouffre, une voie de détresse. La moto nous prend 500 au marché pour nous laisser ici. On tombe même encore dans l'eau. Encore un grand lycée, un CETIC à côté. Chercher un mouvement pour nous, ça ne donne pas. À la queue leu, les élèves et leurs enseignants sur cette route continuent le périple. Personne ici ne croit plus aux promesses d'un bitume oublié. L'axe de l'enfer, le nouveau nom de baptême donné par les riverains sur ce tronçon Ngaoundéré-Garoua. Il faut désormais s'armer de patience, courage, calme pour affronter cette nationale numéro 1. Les chauffeurs de camions passent désormais 14 heures de cauchemar sur cette distance de 278 km. L'époque de 8 heures est révolue. Le corridor Ngaoundéré-Garoua est certainement au chair des poules. Pour arriver à Garoua, vous allez quitter du matin jusqu'à le soir. Des voies même, vous allez rentrer même jusqu'à 22h ici, parce que ça ne donne même pas. Souvent les camions tombent en route et il y a eu des fissures. Donc vraiment, l'état de la route ne va même pas, ça ne marche même pas. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun appelle les différents départements ministériels concernés pour la réhabilitation urgente de l'axe Ngaoundéré-Garoua. Sur le plan économique, plusieurs millions de francs CFA s'évaporent chaque jour dans la nature. Pourtant, un axe stratégique. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi nous devons continuer à subir. Pourtant, nous investissons, nous payons nos taxes, nous payons nos impôts, nous payons les péages. Et pire encore, sur la route de Kouji, là où il n'y a même pas de route, vous serez surpris de vous rendre compte qu'on paye le péage. Donc, c'est vraiment surprenant et nous nous demandons la question, où va ce pays? Comment est-ce que nous allons devoir capitaliser nos investissements avec cet état de dégradation avancée de nos routes? La situation de la route nationale numéro 1, Garoua-Ngaoundéré, la hiérarchie du ministère des Travaux publics est en train de réfléchir aux moyens de résoudre ce problème. La vitesse de croisière annoncée sur ce corridor dont les travaux ont été lancés depuis 2019 a subi un ralentissement inexplicable, d'où le retard de livraison du chantier pourtant prévu en mai 2020. Il est temps de remettre les bouchées doubles pour éviter le pire. Avant la chute de ce reportage qui nous a été proposé par Lille Piéjou, on parle d'une route
visiblement, dont le chantier a été engagé et stoppé. On ne comprend pas trop pourquoi. Et ça semble être une réalité sur pas mal d'infrastructures au pays, que ce soit les bâtiments, les routes et autres. Mais je vois l'effort que font les télévisions privées qui nous montrent tous les jours la catastrophe des routes. Alors, quand on pense que, on dit souvent en Afrique, là où passe la route sur le développement, c'est quelque chose d'élémentaire. Et là où la route ne passe pas, ou quand la route est en piteux état, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Ou alors, il faut attendre des mois, des années, des décennies, parce que la route, c'est le déplacement des populations. Des hommes et des biens. Des hommes et des biens. C'est stratégique et c'est économique. On ne peut pas développer un pays quand la mobilité est réduite. Ce n'est pas possible. C'est la même chose pour les grandes villes, comme Douala, où il faut passer 3 heures, 4 heures dans les embouteillages. Ce n'est pas chronométré et on ne voit pas tout ce qu'on perd en étant dans les embouteillages, en évitant de construire des passerelles, des échangeurs, tout ça. On va vous dire que non, vous croyez que c'est IACA, on appuie. Non, 50 ans après, ça devient même ridicule. Ce qui se passe avec les enfants de Mambanda, les fournitures scolaires, tous les parents mettent de l'argent de côté pour la rentrée scolaire. Et quand vous avez déjà ficelé toute la rentrée scolaire et que vos enfants se noient avec les fournitures d'un côté, peut-être un bras cassé de l'autre, je crois qu'il faut que les dirigeants de notre pays qui n'attachent aucune importance, parce qu'ils voient tout ça, ils voyagent, ils vont à l'étranger, ils voient les belles routes. Comment expliquer cette réalité qui commence par être un tout petit peu ordinaire? Telle route a été financée, c'est sur le papier le chantier est déjà livré, mais sur le terrain, c'est rien. C'est pas nouveau. Vous comprenez, ça devient nouveau. On a vu le scandale de la Cannes. Il y a des tas de choses où on prend l'argent, on emprunte même de l'argent aux bailleurs de fonds, et après, il ne se passe rien parce que les gens ont détourné l'argent. Le phénomène qu'on a vécu sur le chemin de l'enfer, on l'appelait ainsi la nationale numéro 1, eh bien, le même phénomène, on l'observe sur la nationale numéro 5, Douala à Bafoussam. Oui, partout. Des routes construites il y a 40 ans, partout, 35 ans. Il n'y a pas d'entretien. Et du fait du trafic devient de plus en plus dense. Voilà. Les routes ne supportent plus et les accidents aussi arrivent. Qu'est-ce qu'on avait dit en 1994 ? Donc on est arrivé à avoir ce qu'on appelle le triangle de la mort. Oui. Mais l'axe Yaoundé-Bafoussam, ça a été aménagé pendant la Cannes. Oui, on a eu ce retour des automobilistes qui disent c'est bon de ce côté-là, si ça pouvait faire tache d'huile ailleurs, Douala-Bafoussam par exemple, ce serait bénéfique pour l'économie au compte tenu de la sollicitation de ces routes. Douala de Yaoundé, Bafoussam, c'était impeccable avant la Cannes et après. Mais on ne peut pas être tout le temps. Lorsqu'on a mis sur pied les péages, je me souviens, en 1994, qu'est-ce qu'on a dit aux populations? On a dit que le péage va aider non seulement à entretenir les routes, mais à aménager d'autres voies, y compris même la possibilité d'ouvrir d'autres routes et de sécuriser les passagers et de faire en sorte que la route qui allait être encombrée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur tel ou tel axe, il y aurait des aménagements. Rien n'a été fait de ces aménagements. Alors, 1994, c'est quand même... il y a bientôt 30 ans. Voilà. Henriette Ekwesh, nous parlions du cas de Mabanda. Oui. Précisément, je vous ai vu particulièrement très choqué lorsque le reportage était diffusé. On a envie de se demander que feraient les élus locaux, les conseillers municipaux, les maires, les conseillers régionaux. Nous sommes quand même à l'ère de la décentralisation. Absolument, absolument. Mais développement local, quand vous allez demander aux maires
ils vont vous dire qu'ils n'ont pas grand-chose pour faire ces travaux-là. Comme on a dit, ouais, maintenant il y aura la décentralisation, les patrons de la décentralisation, ceux qui gèrent les régions, ils n'ont rien dans les caisses. Ils vont faire ça avec quoi? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on dit que bon, il n'y a plus d'argent dans le pays, on fait la décentralisation et puis on va dire aux gens, débrouillez-vous, regardez Douala, qui est une région qui produit beaucoup de richesses, que ce soit le Mungo, la ville de Douala même et d'autres régions, d'autres départements. Mais on n'a pas une ressource foncière pour ériger l'hôtel de la décentralisation du conseil régional. Il n'y a pas. Ils sont dans un petit trou. Moi, j'appelle ça comme ça. Ils vont se fâcher. On ne peut pas mettre la décentralisation dans un local où il y avait une sous-préfecture. Et justement, quand nous entrions dans ce bureau, oui, dans ce plateau, ou sur ce plateau, justement, les griefs que nous avons recensés sur le terrain lors de la préparation de ce programme, des usagers qui parlaient de la difficulté à rallier d'autres localités du Cameroun. Les voies aériennes ne sont pas accessibles à tout le monde, le chemin de fer, les routes aussi, c'est particulièrement compliqué, mais notre pays est essentiellement enclavé. Le temps qu'on met pour aller d'un point à un autre, le fait de restreindre la mobilité, parce qu'on n'a pas fait des aménagements, on n'a pas construit des routes, on a laissé des ponts s'effondrer, on s'est contenté du provisoire. 60 ans, et il n'y a pas une seule autoroute au Cameroun. C'est compris. Et tous les ingénieurs qu'on a fait. C'est compris. Henriette Ekwe, nous parlions également à l'entame de ce programme des personnes qui ont laissé leur vie à Muyuka parce que leur car qui les transportait a été mitraillé par des hommes armés, plusieurs blessés également. Et depuis lors, les transporteurs de cette ligne vivent la peur au ventre. Ils sont restés à Douala en attendant qu'une solution miracle soit trouvée pour leur sécurité. À nouveau, l'île Piéjou est derrière Samuel Baïha. Au départ de Douala, les 14 passagers de ce car de transport de voyage de la compagnie Golden Express étaient loin d'imaginer le pire. Le voyage se déroule plutôt bien, jusqu'à 7 heures précises, 14 heures, au niveau de l'ex-Boyakumba, précisément au lieu-dit Maïten. Tout bascule, le car est attaqué par des hommes non identifiés et lourdement armés. Ils ouvrent le feu. Bilan, 6 morts, dont une femme et 5 hommes. 8 blessés, parmi lesquels 6 femmes. La vidéo de cette atrocité fait le tour des réseaux sociaux. Tout se passe le mardi 6 septembre 2022 dans l'arrondissement de Muyuka, département du Fako, région du Sud-Ouest, au lendemain de la rentrée scolaire 2022-2023. Les morts et les blessés sont immédiatement transportés à l'hôpital régional de Boya. Les blessés sont actuellement pris en charge. Le gouvernement camerounais, avec la plus grande fermeté, condamne cette attaque terroriste cruelle, barbare, lâche et ignoble perpétrée contre des civils innocents par des terroristes qui ont perdu toute humanité dans le but de s'aimer la terreur au sein des populations et compromettre ainsi la rentrée scolaire porteuse d'espoir dans la région du Sud-Ouest. Cette attaque a également été condamnée par les ONG et la société civile qui appellent de tous leurs vœux au retour à la paix dans ces zones en crise. À chaque fois qu'il y a un mot d'ordre et que des gens prennent le risque, il y a toujours des attaques. Donc c'était prévisible. Nous regrettons que ces actes de tuerie se poursuivent parce que nous l'avons toujours dénoncé, d'où qu'elles viennent. Les tueries ne peuvent pas être supportables et admissibles. Et il faut que les gens sachent que tuer des civils, n'est-ce pas, vous pouvez être poursuivi, même au niveau international, quand il s'agit des civils surtout. C'est pourquoi je commencerai à condamner avec la plus grande énergie ces attaques. La
sécurité des enseignants, la sécurité des élèves, la sécurité du personnel, la sécurité même des citoyens. Et leur vie n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie du tout et il y a un risque sur l'année scolaire. Je voudrais juste interpeller les uns et les autres et plaider surtout à ce que les stratégies soient changées. Des familles, une fois encore endeuillées, des morts et des larmes de trop qui conduisent à une question ce soir. À quand la fin de cette crise qui a déjà trop duré? L'ultime réjouissance de Fongcham Kenneth, chauffeur, applaudi par ses collègues. 3 heures plus tard, il tombe dans un guet-apens des terroristes lourdement armés à Maïterti, zone de Mouyouka, région du sud-ouest Cameroun. Tous les jours, les chauffeurs meurent. Ils tuent les chauffeurs et les passagers dans le véhicule. Aucune voix ne se fait entendre dans le nord-ouest. On dirait que nous sommes des bœufs. Kenneth et 5 passagers, criblés de balles, décèdent dessus cette route, dont le contrôle est discuté entre l'armée et les séparatistes. À la gare routière de Bonabéry, à Douala 4e, la peine fait délirer certains conducteurs. On ne connaît même pas le jour qu'on va rentrer. C'est grave avec nous ici. On va rentrer en décembre. À Douala, nous sommes frustrés et nous ne savons plus où aller. Résoudre cette crise serait meilleur. Tous les jours, on entend qu'un conducteur est mort. Selon ces chauffeurs, les séparatistes ont imposé depuis quelques jours des villes mortes. Le crime a ravivé la peur. Personne n'ose prendre la route Douala-Kumba, longue de 111 km. Bon, avec ce qui s'est passé avec notre collègue, ça nous a vraiment découragé de voyager. Même si on dit que bon, on ne peut plus rentrer, puisqu'on a déjà peur. Nous sommes confus. Nous allons dans les zones en crise. Les séparatistes interdisent les plaques d'immatriculation. Et lorsque nous traversons de ce côté sans plaque, les routiers nous interpellent. Dans cette confusion, ils nous arnaquent de l'argent. 7 ans déjà que dure l'infernal voyage de la mort sur des trajets piégés. Ici, tous ces chauffeurs, ou presque, vivent à Kumba, le sud-ouest du pays. Dès lors, un chemin de non-retour. Je meurs de faim à Douala. Et en plus, quand je vois les chauffeurs sont en train de souffrir. Nous essayons de voir comment ça peut aller, même si tu as tes petits miettes pour aller faire des achats. On vous arrête en route, on prend. Pardon, que le gouvernement camerounais règle cette situation. Lorsque nous perdons plusieurs de nos proches, nous ne sommes pas contents. Avec un peu de chance, tous retourneront vivants le 2 octobre, nous confie-t-il. Un jour après la célébration de l'indépendance de la prétendue Ambazonie. Henri Tekoué, des images habituellement vues sous d'autres cieux, ça se passe au Cameroun. Vous avez vu des hommes dans une voiture tués à bout portant, des passagers, des civils non armés. Bien sûr, c'est le propre de la guérilla. Il y a des endroits où ils sentent qu'il y a une forteresse d'hommes armés, ils ne vont pas y aller. Mais ceux qui sont lancés dans la route, à d'autres localités, ils vont massacrer. Pourquoi s'en prendre aux civils? C'est ça. Mais ils veulent créer l'instabilité. La psychose. La psychose, la déstabilisation. Il faut absolument arriver à ce que les gens ne se déplacent plus. Et à partir du moment où les gens ont peur et ne se déplacent plus, c'est eux qui gagnent. Ouais. Mais malheureusement, on a dit ça depuis des années, que ce sont des gens du nord-ouest, du sud-ouest qui meurent, des Camerounais, qui sont censés faire partie de la cause qu'ils défendent. Et c'est eux qui meurent tous les jours. Et vous avez dit que c'est une poignée d'anglophones radicaux qui mènent ce combat depuis 2016. Henri Tekoué, dites-nous,
Va-t-on continuer à procéder par une simple opération de police? Non, Compte tenu de la gravité de la situation, des écoles sont brûlées, les hôpitaux, des milliers de personnes ont perdu leur vie, que ce soit parmi les forces combattantes que les populations civiles. Et on a constaté que, effectivement, les forces de défense du Cameroun sont arrivées à neutraliser des chefs militaires. Mais en neutralisant les chefs militaires, on n'a pas détruit les colonnes qui ont continué à faire le combat. Et une chose que je rappelle toujours, c'est que cette crise de l'Ambazonie, il n'y a pas un projet politique clair. C'est vrai, ils veulent retourner au fédéralisme, mais il n'y a pas une direction politique qui puisse s'asseoir et dire que voilà ce que nous voulons. Et à partir du moment où on a ce que nous voulons, on fait taire les armes. Chacun est autonome. On a tué beaucoup de chefs militaires. Ça n'a pas changé les choses. De généraux. Des généraux, oui, c'était eux les patrons. Hein, il reste peut-être nos petits. Mais la plupart ont été physiquement éliminés. Henriette Ekwe, dites-nous, vous qui êtes rompu aux joutes de la gestion de la cité, comment sortir de là? Comment sortir de cette crise? Il faut poursuivre le dialogue. Et il faut, malheureusement, il faut que les militaires soient là. Parce que si les militaires n'étaient pas là, ce serait encore pire. Avez-vous le sentiment qu'il y ait des interlocuteurs crédibles? Il n'y a pas d'interlocuteurs politiques. C'est ça le problème. Tous les Fed, Machal et tout ce monde-là. Ils sèment la terreur, c'est vrai. C'est Machal qui a été éliminé. Neutralisé, voilà. Voilà. Mais ils ne disent pas, voilà jusqu'où nous pouvons aller. Et si on y arrive, on est d'accord et on fait taire les armes. Personne n'est en position de faire taire les armes. Est-ce que ce ne serait donc pas la solution du cardinal Toumi, qui est mort, qui serait la meilleure solution? À savoir qu'il y ait un forum qui ne veut pas dire qu'ils vont se séparer de nous. Personne d'entre eux, des élites, ne veut se séparer du Cameroun. C'est faux, que ce soit les chefs traditionnels, les élites politiques, les intellectuels, personne ne veut partir du Cameroun. Ils ont leurs intérêts aussi. Et le 2 octobre pointe à l'horizon. Bien sûr. Et le 2 octobre, ils vont frapper. Et ça, de toute façon, les forces de défense le savent. Et ils s'y attendent. Comme d'habitude, avant 2016, il y avait quand même des petits soubresauts. Oui, il y a eu des soubresauts, il y a eu tous les 2 octobre. Peut-être l'erreur d'aller mettre certains dirigeants anglophones en prison, avant même qu'on ait pensé à faire un dialogue. Et ça, c'était maladroit. Henriette Ekwe, nous allons poursuivre dans cette émission de rétrospective des faits marquants de la semaine, en restant sur le versant des faits de société. Cette semaine encore, les hors-la-loi ont fait parler d'eux. Il y a eu fusillade au carrefour Dominique Savio à Douala et un autre gang qui a été mis hors d'état de nuire à Yupoué. Reportage Titi Freeman et un autre signé par David Sanjo. Il est 11h40 environ lorsque 2 grands bruits résonnent au quartier Bali à Douala ce vendredi. Il s'agit en réalité de l'éclatement des roues de ce véhicule atteinte par 2 balles. Quelques secondes après, c'est le pare-brise qui est touché par le 3e coup de feu et c'est la débandade. Après tous les coups, là, les gens fuyaient seulement, personne ne cherchait même à se rapprocher pour voir ce qui se passe. Nous avons suivi le son, on s'est dit que c'était l'éclatement d'une roue du camion, parce que ce n'était même pas une petite roue. Quand on a le 2e son, c'est là où on s'est dit que peut-être c'est les bandits. Les malfrats, 4 au total, armés et à bord de moto, auraient pris en filature ce véhicule depuis son départ d'une banque à Bonandjan. Arrivé au lieu du carrefour Dominique Savio, le véhicule ralentit sa course face à ce d'Odane. Une aubaine pour les brigands. La voiture était garée là. Je vois comment on tend l'arme sur une dame. Le monsieur a tiré sur la dame, sur le pied. Il a tiré, poum. Ça c'était le 3e coup. Et du coup, quand il a tiré comme ça, il a pris le sac. Ils étaient 2. Ils ont pris le sac et il y avait 2 motos qui attendaient.
Et du coup, le monsieur qui avait l'arme, ils ont pris le sac, ils sont montés sur la moto, ils sont partis. Secourue par la population après le forfait, la seule victime des 3 passagers à bord est conduite dans un centre hospitalier. Alertées, les forces de maintien de l'ordre sur les lieux de l'incident ont immédiatement ouvert une enquête pour traquer les auteurs de ce braquage digne d'un film américain. Cela s'est passé comme dans un film d'action. Des coups de feu en plein Yupwe, un quartier de la ville de Douala. Des malfrats surpris par des gendarmes et commence alors une opération course-poursuite. Les gendarmes leur ont intimé l'ordre de s'arrêter. Ils ont tenté un passage en force. Comme ils se trouvaient dans une zone marécageuse, leur moto s'est embourbée et la première moto qui s'est renversée, le gendarme a fait un tir de sommation. Les autres sont dispersés. Et l'un d'eux, notamment Daré, a fait usage de son arme à feu pour se frayer un passage. Il a tiré aussi dans toutes les directions pour se frayer un passage. Les hommes du commandant de brigade de Yupwe, Gaston Mané, vont prendre le dessus dans cet échange de coups de feu. Et la chasse se présente fructueuse. 2 des délinquants qui ont plongé dans l'eau. Un a été rattrapé et l'autre, malheureusement, son corps a été repêché 3 jours après et mis à la morgue de l'hôpital à Quintini. Donc au total, sur les 5 suspects dont l'information nous a été donnée, nous avons pu interpeller 3. Il y a un qui est en fuite et il y a un malheureusement qui est décédé de suite de noyade. Une action de la gendarmerie fortement appréciée par les populations de Yupwe qui, depuis la présence des Pandores dans ce lieu, trouvent le sommeil. Nous avons des réunions de sécurité à la sous-préfecture régulièrement et nous pouvons encore dire merci à la bravoure de nos forces de l'ordre qui ont pu maîtriser les malfrats ce dernier temps. Plus que la gendarmerie est à Yupwe, nous on dort tranquillement. Il n'y a plus des agressions, il n'y a plus de mauvais trucs, même les baraques qui se passaient dans les carrefours tout le temps là, il n'y a plus tout ça. Yupwe, une presqu'île de Douala, fait tout pour booster l'insécurité de son espace. Arrêtez quoi, l'insécurité, c'est un phénomène mondial qui n'épargne guère, même les grandes puissances. On peut dire bravo aux forces de maintien de l'ordre qui arrivent à mettre la main sur les perturbateurs de la quiétude des citadins. Bien sûr. Douala est une très grande mégalopole et c'est normal, toutes les villes portuaires qui sont les plus peuplées parce qu'il y a plus de chances de pouvoir se débrouiller et c'est normal. Douala, c'est le carrefour de l'Afrique centrale. Oui, donc c'est normal qu'ici, à Douala, qu'il y ait beaucoup plus il y a beaucoup de mouvements et de l'argent qui circule et évidemment c'est un lieu privilégié. Qu'est-ce qu'on irait faire dans un village où personne n'a de l'argent? Rien du tout. L'argent attire les bandits. Eh bien, nous allons sans transition nous rendre chez nos voisins, les Tchadiens, qui sont en plein dialogue national souverain, mais qui est de temps en temps rythmé par des soubresauts entre les éléments des forces de l'ordre et les partis politiques, dont les réformateurs. Les catholiques ont claqué la porte. Alors, Henriette Ekoué, dites-nous, dans ces conditions-là, la junte d'Amath Déby Itno a-t-elle la chance d'offrir le grand soir aux Tchadiens? Non, sinon pourquoi? Je ne pense pas. J'ai vu les images parce que Success Nasra a transmis ça en direct sur les réseaux sociaux. Comment peut-on être dans la permanence d'un parti politique et de voir des gens en armes qui tirent sur les gens? Bon, il a commencé à appeler partout, dire on est ici, voilà la situation. Heureusement qu'on a maintenant les réseaux sociaux, Internet, les images et tout. Ils n'ont pas pu aller au-delà. Mais ça veut dire que ce dialogue ne tiendra pas. Il n'y a pas de chance qu'il y ait un régime civil au pouvoir au Tchad? Parce que les chrétiens, les imams, tout le monde, ils se sont mis ensemble pour dire, même demander aux transformateurs, nous sommes là, n'ayez pas peur, venez,
nous allons contribuer à faire que le dialogue soit équitable de part et d'autre, qu'il y ait échange. Et les transformateurs ont dit, on n'a pas confiance. Et ça n'a pas loupé. Ceux qui étaient un peu les garants de ce dialogue. Vous parlez des réformateurs? Oui, les transformateurs. Réformateurs ou transformateurs? Ils s'appellent les transformateurs. D'accord. Bon, ils ont fini, ceux qui se présentaient aux transformateurs comme des garants d'un équilibre qui ne laissera personne de côté, étaient obligés de partir. Malheureusement. Et ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans de régime militaire au Tchad. Nous scrutons de près cette actualité depuis pas mal de temps. Alors, nous allons nous rendre également en Grande-Bretagne. Vous le savez, celle qui a battu le record de longévité au trône en Grande-Bretagne a tiré sa révérence, Élisabeth II, après 70 ans de règne, s'en est allée. On va parler de la vie d'une reine avec Bénédicte Ngodon. Née le 21 avril 1926 dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels, située au 17 Bruton Street à Londres, Elisabeth Alexandra Marie est l'aînée de George VI, feu Albert duc York, son père, et Elisabeth Bowes-Lond, sa mère. Elisabeth II dépose sa couronne ce jeudi 8 septembre au château Balmoral en Écosse, au chevet de sa famille à l'âge de 96 ans. À l'âge de 16 ans, elle devient mécanicienne et conductrice d'ambulance pour l'armée lors de la guerre. 5 ans plus tard, elle épouse le prince Philip Mountbatten, son amour de jeunesse. Ils eurent 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Édouard, selon le site Wikipédia. En 1951, elle remplace fréquemment son père souffrant dans des cérémonies publiques. Lors de sa visite en Amérique du Nord, où elle se rend au Canada pour des rencontres avec le président Truman à Washington en octobre 1951, et à son retour le 6 février 1952, elle apprend la mort du roi. Et par la suite, elle est proclamée reine de tous ces royaumes sous le nom Élisabeth II à l'âge de 26 ans suite au règne d'une autre Élisabeth au VIe siècle d'après France TV Londres. Au cours d'un long règne de plus de 70 ans où elle se voit succéder 15 premiers ministres britanniques différents, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes. La reine a parfois dû faire face à des virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, et le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Après vos études en France, vous avez également passé plusieurs années en Grande-Bretagne. Henriette Ekoué, quel regard portez-vous sur les relations entre les anciennes possessions britanniques et Londres, notamment, on va parler du Cameroun, l'entrée du Cameroun au sein du fameux club des gentlemen. On parle ainsi de la Commonwealth. Oui. Bon, on a une histoire particulière avec la Grande-Bretagne. Avec la Grande-Bretagne. La ville de Limbe s'appelait Victoria. C'était l'arrière-grand-mère d'Élisabeth, la reine Victoria, qui est restée au trône, je crois, 60 ans, elle aussi, parce qu'elle a accédé au trône à 18 ans. Et cette ville, Limbe, s'appelait Victoria. Et à Victoria, à Limbe, il y a un bois qu'on appelle le bois de la reine. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, nous, Camerounais, le président Ahidjo a été reçu dans les années 75-76 par la reine d'Angleterre, une visite d'État, où certains journaux ont titré à propos de Germaine Ahidjo, she's a lady, c'est-à-dire qu'elle avait un port de tête d'une véritable reine. Bon, quelques années après, je veux dire quelques décennies après, le président Biya aussi a été reçu avec la première dame, Chantal Biya. Ils ont été reçus aussi par la reine d'Angleterre. Bon, le prince Charles, qui est devenu roi aujourd'hui, est venu rendre visite au Cameroun dans un voyage disons que pour donner des dons. Voilà.
Et le prince Charles un voyage caritatif. Oui, caritatif avec la princesse Diana. Ils sont venus dans le bateau, le Britannia, ils sont allés à Yaoundé. Après, ils sont venus, ils sont allés à Limbe et ils sont partis. Ça veut dire qu'on a une histoire spéciale. Je ne sais pas si la reine d'Angleterre a reçu beaucoup de francophones, de chefs d'État francophones, mais pour ce qui est des Camerounais, nos 2 présidents ont été reçus en visite d'État en Angleterre. Après ça, nous sommes entrés au Commonwealth, je crois en 1996, et ça a été une journée chômée pour célébrer notre entrée au Commonwealth. Le parcours historique du Cameroun a rencontré les Bretons, pas les Bretons, a rencontré les Anglais qui ont colonisé, si je peux me le permettre, une partie du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise de sécession à cause de la langue. Il y a la langue au milieu, les anglophones et les francophones de l'autre côté. Quel est l'héritage que cette colonisation ou cette présence anglaise au Cameroun a laissé? Oh, ça a laissé d'abord la civilisation anglo-saxonne dont se réclament nos frères anglophones. Et ils ont toute une autre civilisation, le habeas corpus, ils ont d'autres canaux du regard sur les droits de l'homme que nous, on n'avait pas. Oui. Et malgré la position de parti unique, les anglophones ont toujours voulu marquer leur différence, même si ils ont participé, c'est-à-dire Fontia, Aïdjo. Oui, Fontia, Aïdjo et Mouna, ils ont bien participé à la fin du fédéralisme. Alors, Henriette Ekoué... Ils ont bien participé à la fin au parti unique de 1966. Ok. Alors, Henriette, naturellement, le prince Charles devient le roi. Oui. Le roi d'Angleterre. Et on se souvient qu'il y a de timides voix qui se sont élevées lors du dernier anniversaire d'Elisabeth. C'était au mois de juin dernier, pour dire qu'après elle, ces voix-là engageraient le combat pour la fin de la royauté en Grande-Bretagne. Y a-t-il des chances d'y arriver? Non, il y a toujours eu des gens qui ont dit que nous, on est des républicains, mais ça a toujours été une minorité. Par contre, ce qui est en train de se passer, et ça s'est passé, je crois, à la Barbade, où on a destitué la reine. Un jour, la première ministre a dit que bon, ça suffit, parce que la reine d'Angleterre est chef d'État de 16 pays, dont le Canada. Par exemple, en 1976, lorsqu'on fait les Jeux Olympiques à Montréal, c'est la reine d'Angleterre qui ouvre les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est elle qui est chef d'État du Canada et elle est représentée par ceux qui sont les gouverneurs du Canada. Ce sont des représentants de la reine d'Angleterre. Elle est donc chef d'État de 16 pays. C'est très fort. Alors maintenant, donc, on a de nouveaux dirigeants. C'est un duo, le roi Charles qui va régner, mais qui ne va pas gouverner, et une nouvelle Premier ministre. Vos attentes de ces deux personnages? Oui, bon, là, c'est des neufs, sauf Charles. Charles est héritier depuis qu'il a 5 ans, depuis l'avènement de sa mère. Oui. Donc, il est héritier, il était fatigué d'être héritier. D'attendre. Donc, il a une expérience. Ça, il a une expérience à 73 ans. Il aura 74 ans cette année, au mois de novembre. À 74 ans, on n'est pas un enfant. Par contre, c'est Liz Truss qui, elle, est une novice, pour ainsi dire. Vous avez des attentes particulières vis-à-vis de ces deux personnages? Pas spécialement. Charles ne va pas changer grand-chose. Ok. Nous allons parler de sport pour sortir de ce programme. Ça entre dans le squelette de cette émission. Eh bien, la FIFA Trophy Tour s'est déployée au Cameroun pour présenter
le trophée de la Coupe du Monde de Qatar 2022, occasion pour les amoureux du football de se filmer un tout petit peu, de faire des selfies. On vous présente cette journée avec Daniel Anissé à Boudigné. 12h05 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce jeudi. L'icône du football français, David Trezeguet, descend de l'avion spécial, arrivé un peu plus tôt à 10h. C'est lui, le champion du monde de 98 avec la France, qui a été choisi par la FIFA pour accompagner le Trophy Tour du Mondial Qatar 2022. Dans l'avion, en présence du secrétaire général du ministère des Sports, le sésame est enfin dévoilé. De montrer au Camerounais cette trophée. Et voilà le magnifique trophée de la Coupe du Monde. Un trophée scintillant en or pur, 18 carats, qui mesure 36,5 cm de haut, 13 cm de diamètre et faisant 6,1 kg à la pesée. Sous les acclamations d'une foule en liesse, le cortège quitte l'aéroport, direction le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous formulons le vœu que la nation des lions indomptables puisse avoir donc le privilège de voir revenir ce trophée ici. Prochaine étape, l'immeuble Étoile. Dans son auditorium, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté souhaite la bienvenue aux mandataires de la FIFA. Le passage du trophée de la Coupe du Monde FIFA au Cameroun honore notre pays et réaffirme, s'il a été encore besoin, son statut de grande nation de football sur le continent africain. Des échanges en présence du ministre des Sports, du gouverneur du centre et autres personnalités triées sur le volet. Le bijou est ensuite présenté au patron des lieux, qui cache mal son enthousiasme. Comme cadeau souvenir de la visite, Joseph Dione Ngouté reçoit une version miniaturisée du trophée original. Le public aura également l'occasion de voir de près la magnifique coupe qui va être exposée ce vendredi entre 9h et 20h au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. De nombreux artistes camerounais vont accompagner ce grand moment. Alors, Henriette Ekoué, au pas de course, pensez-vous que les Lions indomptables actuels qui sont qualifiés pour le Qatar feront mieux justement que leurs anciens joueurs qui nous ont offert de belles odyssées? On parle de ceux qui les encadrent actuellement, Samuel Eto'o-Fils, Somba Hanak et bien d'autres. Oui, je dirais tout simplement impossible n'est pas Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. et j'ajoute juste que nous sommes le pays en Afrique qui a obtenu le plus de qualifications à la phase finale. 8 en tout, donc un grand n'est pas un petit. Un grand n'est pas un petit. Voilà. Vos pronostics pour cette Coupe du Monde, les Camerounais rentreront avec la Coupe du Monde? Pourquoi pas? Impossible n'est pas camerounais. Voilà. Et c'est sur cette note d'optimisme d'Henriette Ekoué que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Merci d'être toujours encore plus nombreux. Vous nous regardez à Gao, au Mali, vous nous regardez au Tchad, vous nous regardez à Yabassi, partout ailleurs. À l'ouest, Cameroun, Didango et partout, et même hors de l'Afrique. Canal 2 International est regardé sur l'ensemble du globe terrestre grâce aux prouesses technologiques déployées par le top management. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés, je l'ai dit. Henriette Ekoué, merci également d'être venu. Merci beaucoup Monique, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et les téléspectateurs de Canal 2. Vous avez le bonjour des téléspectateurs qui vous appellent affectueusement Maman Henriette. Maman Henriette, c'est bien ça. Ok. Allez, dimanche prochain, ce sera un autre rendez-vous. Mais n'oubliez pas la rediffusion. Pour ceux qui ont manqué cette diffusion, ce sera à 9h lundi, 9h. N'oubliez pas, save the date. Quant à moi, à très bientôt, aux 13h, en co-présentation du journal bilingue avec Henri Kédian. À Tembe, portez-vous bien et à très bientôt.